de privilégier la liberté singulière. Mais cette liberté, chacun, sur quoi allons-nous la fonder et comment allons-nous pouvoir l'avoir, cette liberté? Alors je crois que nous partageons tous ceci. Nous ne pouvons pas regarder la mort en face. Quelqu'un disait, pas plus que le soleil. Pour la mort, en tout cas, c'est une des circonstances de la vie où l'angoisse n'est pas bien loin. Alors, Anne, dans le film, signifie que pour elle, la vie est finie, car elle ne peut plus se servir de la vie. Son corps, vivant et jouissant, ne peut plus. Elle ne peut plus se servir de la vie pour jouir de cette vie. Alors, elle consent à cela. Et quelqu'un disait, il n'y a pas longtemps, consentir à cela, pour moi, c'est un petit peu équivalent à dire, la mort, ce n'est pas un échec, ce n'est pas à être considéré comme un échec, ça fait partie de la vie. Vous comprenez quand même que chacun de nous, nous avons un certain parcours intime à faire pour pouvoir vivre cela tranquillement. Elle consent à cela parce que la vie est accomplie. Et il me semble que c'est à partir de là que la liberté de demander à mourir peut s'exercer. Alors, dans cette deuxième séquence, nous avons aussi 3 contributions. Guillaume Carpe, qui est ici à ma droite, parlera en premier. Alors, il est psychologue dans un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui, en général, terminent là leur vie. Il va nous faire part des questions qui se posent à lui, alors qu'il écoute des équipes soignantes lui parler de leur vécu auprès des résidents dont il s'occupe. Philippe Chanjou parlera ensuite. Il intervient en tant que psychologue et psychanalyste auprès de l'équipe d'un service de soins palliatifs dans un hôpital pour ce qu'on appelle une analyse des pratiques, soit un échange autour des situations rencontrées par ces soignants auprès de patients très malades. La troisième contribution sera celle de Maître Roselyne Baraguet, juriste, avocate à Bordeaux. Elle nous dira comment elle a accepté sans hésiter de participer à ce débat sur l'euthanasie. Elle nous présentera des lois existant déjà, dont nous avons déjà parlé d'ailleurs dans la séquence précédente. Et dans sa conclusion, elle ne manquera pas de se positionner par rapport à une recommandation. Et donc, comme tout à l'heure, après cela, nous prendrons le temps pour laisser la parole à tous ceux qui veulent réagir par rapport aux choses entendues. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Guillaume Carpe. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Guillaume Carpe, psychologue depuis 17 ans maintenant. J'exerce depuis 2 ans à Morsinx, au centre long séjour et à l'EHPAD. Bien entendu, l'EHPAD est traversé par des débats de société, donc celui de l'euthanasie entre autres. Celui-là d'autant plus parce que l'EHPAD est interpellé directement par la fin de vie et par le désir exprimé de mourir. Dans ma pratique, je suis confronté régulièrement à des personnes qui expriment la volonté de mourir et qui ne peuvent pas ou plus se suicider. La question est, que se passe-t-il en nous quand nous entendons ce type de message? Peut-on entendre un désir de mourir? Comment réagir? Quel travail pluridisciplinaire peut être mené? Quelles peuvent être les positions du psychologue et celles des autres soignants?
quels sont les enjeux institutionnels. Mon intervention amènera peut-être plus de questions que de réponses. Bien entendu, en tant que psychologue, je m'intéresse au sujet, à son histoire, à sa souffrance éventuelle, à ses désirs, à son autonomie, à son désir de vivre sa vie. Mon objectif étant de soutenir la personne, de l'accompagner, d'être, si nécessaire et avec son accord, le témoin de sa singularité. Travaillant dans une institution, je m'intéresse également au milieu dans lequel le sujet évolue et aux interactions entre le sujet et l'équipe. L'objectif étant d'apporter des éléments de compréhension clinique pour adapter les accompagnements au sujet. La demande de mourir, exprimée plus ou moins clairement, provoque des effets sur le milieu qui l'accueille. Donc, je vais rapidement vous brosser le portrait d'un cas clinique. Donc, Monsieur D, 62 ans, célibataire, sans enfant, pas de famille, est admis au centre long séjour en février 2012. Il a la maladie Charcot, donc une sclérose latérale amyotrophique. C'est une maladie dégénérative qui provoque une paralysie progressive des membres, des muscles des membres, puis du tronc, y compris des muscles respiratoires. Donc ce monsieur sait comment il va mourir et il est terrorisé par cette idée. Il exprime sa volonté d'euthanasie. Pour ne plus souffrir psychiquement, il l'exprime auprès de plusieurs auprès de plusieurs aides-soignantes et auprès des infirmières. Également auprès de moi à chaque fois que je le rencontre, ou presque. C'est un monsieur cohérent sur le plan cognitif. Son consentement éclairé est acquis pour tous les traitements. Il présente par ailleurs un syndrome anxio-dépressif. Sa vie est marquée de nombreux échecs. Son projet de vie personnalisé est rédigé. Les directives anticipées sont exprimées. Il dira « je m'en fous complètement ». L'évolution de sa maladie fait qu'il a de plus en plus de difficultés à supporter la situation. Les douleurs physiques et psychiques, alors, douleurs physiques, souffrances psychiques, si vous voulez, sont prises en charge. L'équipe échange lors des transmissions. Un suivi psychologique se met en place avec ce monsieur et un travail collectif est proposé aux aides-soignantes. Des échanges informels ont également lieu individuellement. Un jour, il me demande de chercher quelque chose dans un tiroir, c'était un CD. Et ce jour-là, je tombe sur 30 somnifères. C'était une dose sans doute mortelle. Que faut-il faire? Que faut-il comprendre? S'agit-il d'une coïncidence ou d'un message? Et quel sens peut avoir ce message? Est-ce que ça voulait dire qu'il faut prendre au sérieux mon envie de mourir? J'ai envie de mourir. Est-ce que ça voulait dire que je suis capable de planifier une tentative de suicide? Peut-être aussi une demande implicite, aidez-moi à mourir, ou donnez-moi le feu vert. Ou au contraire, je veux bien renoncer au suicide, mais aidez-moi à supporter la situation. Il m'explique, puisqu'on en parle, qu'il attendait de voir ma réaction, qui a été en l'occurrence, après discussion en équipe, de lui retirer les cachets. Peut-être que j'aurais dû lui laisser. Ça sera peut-être une question du débat. En tout cas, il avait besoin de l'autre, d'un étayage de l'autre, pour mourir ou pour vivre, pour prendre sa décision. L'accompagnement par l'équipe s'adapte, y compris mon accompagnement. Ma disponibilité augmente, je suis ouvert à l'imprévisible. Un travail d'articulation est mis en place avec l'ergothérapeute. L'équipe cherche toutes les solutions pour satisfaire ses demandes, et il en a beaucoup des demandes. On rentre peu à peu dans des soins palliatifs, des soins de confort. En septembre, les toilettes se font désormais au lit, puis les repas aussi, car il ne tient plus dans son fauteuil. En décembre, la déglutition, l'articulation, et enfin la respiration deviennent de plus en plus laborieuses. L'accompagnement suit et s'adapte toujours. L'équipe souffre. Les regards remplacent les mots. Il a de plus en plus de mal à parler. L'équipe met en place un outil à base de mots écrits et d'images pour communiquer avec lui. Je lui pose des questions. Il répond en hochant la tête, puis en bougeant les yeux. L'émotion est palpable.
Les larmes viennent parfois aux yeux des soignants. Parfois, les silences sont longs. Les infirmières et aides-soignantes demandent un soutien institutionnel. Un espace de parole est organisé. Le réseau de soins palliatifs, qui est déjà intervenu dans d'autres situations, à la demande du médecin coordonnateur, n'est pas sollicité dans son cas. Les douleurs physiques, souffrances psychiques sont toujours prises en charge. Il meurt naturellement en février 2013. Après 12 mois d'accompagnement, j'ai encore de l'émotion, excusez-moi. L'équipe est globalement satisfaite de son travail. Il a pris tout son sens. Nous avons maintenu un lien, une communication, une présence. Dans notre société du contrôle et de la montée d'un individualisme, cette volonté de la personne de reprendre la main sur son destin et sur sa mort interpelle les soignants, qui sont précisément enclins au contrôle, celui qu'ils exercent. Quand le sujet exprime la volonté de mourir, deux volontés de contrôle s'opposent et se télescopent. Par ailleurs, la mission soignante vise l'amélioration ou à défaut la préservation de la santé, de la vie. La culture soignante préconise d'être à l'écoute des patients, de respecter leurs choix. Être à l'écoute, certes, répondre aux demandes, d'accord, mais ce désir de mort va à l'encontre de la mission première de protection de la santé. Ce message « je veux mourir » induit donc une injonction paradoxale. C'est une attaque psychique qu'il faut pointer pour qu'elle ne fonctionne pas. N'obéissez pas, c'est un ordre. De plus, les soignants sont contaminés par un contact inhabituel avec la condition humaine. Il y a certaines professions comme ça. Pas toutes. La proximité du contact de la mort, la répétition des décès fragilise celles qui vivent les choses négativement. Moi, personnellement, je trouve que c'est une richesse incroyable. L'impossibilité de répondre à la demande de mort de la personne entraîne un sentiment d'impuissance, d'inutilité, d'incompréhension, de désarroi. Les aides-soignantes ont vite mauvaise conscience, ce qui est toxique, psychiquement. Donc, la confrontation à la mort et à ce type de message entraîne, dans nos sociétés où la mort est devenue obscène, une image de haine, une angoisse face à laquelle, ça a déjà été dit, des réactions défensives se mettent en place pour préserver le psychisme. C'est très utile. Déni, dénégation, régression psychique, isolation, l'annulation, projection, notamment agressive, déplacement, rationalisation, banalisation, mécanisme obsessionnel, dont l'excès de contrôle, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, sidération, on ne peut rien en dire. Tous ces processus qui visent à se protéger ou ceux qui visent à décrédibiliser la parole de la personne, comme la réification, chosification, qui consiste à considérer l'autre comme un objet, à le déshumaniser. Pardon, moi j'ai soif, je suis une personne âgée, mais on pense à boire. C'est l'effet du stress, ça va passer quand je vais terminer. Et le désinvestissement de la relation, bien entendu, les deuils anticipés. Les protections sont utiles, mais elles sont rigides et diminuent les capacités de souplesse et d'adaptation des soignants. L'écoute se limite. Les soignants se protègent, mais le spectre de la maltraitance se rapproche. En réalité, les soignants souffrent aussi. Le patient lui aussi met en place des défenses depuis l'annonce de sa maladie incurable, grave et incurable. Choc, déni, colère, marchandage, compassion, acceptation. Les défenses du sujet s'accordent parfois mal aux défenses de certaines aides-soignantes et infirmières, psychologues, médecins. Si la personne est en colère, il va mal supporter, par exemple, la banalisation. S'il est dépressif, il va moins bien supporter les projections agressives. En tant que psychologue, quel peut être mon rôle? Vis-à-vis de la personne, le rôle du psychologue est de proposer un écran, une contenance, un soutien, une écoute, un accompagnement pour faire avec ce réel douloureux. Éventuellement, un questionnement partagé sur le sens de la vie. Plus de questions que de réponses. Monsieur D était toujours à la phase de dépression, je pense, sauf à la toute fin. Il m'a semblé avoir senti quelque chose de l'ordre de l'acceptation.
Mais était-ce un syndrome de glissement? Difficile à dire. Vis-à-vis de l'équipe, le rôle du psychologue est d'organiser des temps collectifs ou individuels d'écoute et d'analyse. L'objectif est de repérer et de comprendre les mécanismes et les modes défensifs des soignants pour tenter, pas de lutter contre ces mécanismes défensifs, mais pour tenter de les assouplir ou d'en proposer d'autres moins coûteux sur le plan adaptatif. Et d'expliquer aussi, sans trahir le monsieur, sans trahir la personne, le fonctionnement de ce monsieur. L'objectif n'est pas de trouver des recettes, des méthodes, même si certaines peuvent être rassurées, ou certains peuvent être rassurés par cela, mais de trouver du sens au travail. Quand on travaille sur ça, on n'est pas dans la gestion, on est dans la vie. Donc en tant que psychologue, je m'appuie bien entendu sur la fonction contenante du contexte institutionnel, des cadres, des règles internes, et bien entendu sur le médecin traitant, le médecin coordonnateur, le réseau de soins palliatifs et la loi. La loi Lonetti. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Donc tous ces éléments contenants qui permettent des repères pour penser. Et qui permettent aussi de savoir quel est le rôle de chacun et de s'éloigner d'un établissement où règnerait l'indifférenciation, car l'indifférenciation et la confusion peuvent aboutir à des dérives dangereuses. On pourra développer ça tout à l'heure si vous le souhaitez. C'est donc très important de bien savoir qui fait quoi, mais cela ne signifie pas qu'il faut obéir sans rien dire au supérieur hiérarchique. Il doit y avoir un espace de danger, pardon, lapsus, un espace de parole sans danger. Excusez-moi. Un danger sans parole. Un espace de parole sans danger. Mais au final, en évitant les flottements. Le rôle du médecin est fondamental. Pédagogue, ouvert à l'écoute de toutes et de tous, il organise un débat, explique sa façon de voir les choses, accepte ce qui ressemble à des remises en cause ou à des justifications, qui sont en fait souvent des demandes juste pour comprendre. Car le respect hiérarchique et les accords tacites des familles et des aides-soignantes et des infirmières ne tiennent plus dans ces cas-là, dans ces cas de demande de mourir. C'est trop grave, c'est trop important. Les accords tacites doivent être discutés. Je joue aussi une fonction conteneur, c'est-à-dire que je renvoie à l'aide-soignante quelque chose de ses émotions, que je valide. Par exemple, je vais lui dire, oui, vos émotions sont normales. Et j'explique en quoi c'est normal. Pour que l'aide-soignante se réapproprie ses émotions. On cherche aussi des mots pour parler spontanément et simplement, avec sympathie, avec ce monsieur en crise. Dans le cas de M. D, le désir exprimé de mourir est considéré comme un symptôme, une souffrance psychique. Alors le médecin a traité, à juste titre, les causes somatiques et psychologiques à l'origine de cette souffrance, ce désir de mort qu'il avait associé. La douleur au premier chef, puis la dépression et l'anxiété. Il n'a pas répondu à la demande, considérer la volonté de mourir comme une souffrance oriente la façon de voir les choses. Certains pourraient dire biaise la façon de voir les choses. On disqualifie le sujet porteur de sa parole pour penser que c'est la dépression ou l'anxiété qui parle. Parfois c'est vrai, parfois non. Où est le curseur entre le normal et le pathologique? Il faut se méfier d'une pensée simplificatrice et systémique qui réduirait toujours la volonté de mourir à un symptôme de souffrance qu'il faudrait soigner. Dans certains cas de fin de vie, l'assistance médicale contre douleur et angoisse peut aussi avoir un effet sur le système cardio-respiratoire. C'est le double effet. Soit cela soulage, soit cela provoque une mort sans souffrance. Les aides-soignantes et les infirmières se posent alors beaucoup de questions, mais comme cela a été travaillé collectivement et en amont, l'équipe généralement comprend et adhère. Les divergences ne sont pas problématiques en soi. Les divergences sont dites. Elles sont transparentes. C'est un petit peu un idéal que je dépeins.
Est-ce une mort assistée, accélérée? Quel rôle joue le médecin exactement? Qui est responsable? Puis-je interroger tout cela en interne sur mon lieu de travail sans risque? Un établissement qui promeut l'éthique permet à chacun de donner son point de vue sans risque. L'éthique est un fondement de la démocratie. Quelle que soit la parole de l'autre, elle vaut. L'éthique n'est pas le droit, mais elle s'appuie dessus. Le droit ne suffit pas toujours. Chercher des règles est légitime pour vivre ensemble, mais aucune règle ne répond totalement à la complexité humaine. Mon rôle de psychologue avec le médecin coordonnateur consiste à organiser le questionnement autour du sens à donner au travail. Quand ce sens est interpellé, mis à mal, attaqué par ce type de message. Il existe dans ces cas-là un besoin d'un questionnement collectif où une parole vraie, authentique puisse circuler, sans risque. C'est très utile aussi pour le médecin. La réflexion philosophique, bien entendu, est utile à l'éthique. C'est un terreau fertile à l'expression des diversités. Tous les partenaires doivent pouvoir s'exprimer, y compris la famille. Là, en l'occurrence, il n'y avait pas de proche. Le consensus marque un désaccord. Il n'est pas un accord forcé. Parfois, je dois me démettre de quelque chose, me déprendre de moi-même, donner du mouvement pour ne pas transformer le lieu de travail en champ de bataille. L'éthique du psychologue n'est pas forcément l'éthique de la décision. L'éthique, la fin de vie, la démocratie ne s'enferment pas dans des définitions strictes. Je connais les facteurs qui la favorisent, l'éthique, et ceux qui l'éloignent. C'est une manière de nous dire que nous sommes humains, que nous avons des préoccupations et des interrogations communes, que nous sommes fragiles et complexes. L'analyse que je conduis n'a pas pour vocation de nous renforcer dans de fausses vérités, mais de renforcer nos liens par de justes questionnements. Pour moi, la vérité n'existe pas en soi. Elle est le produit historique d'une exigence de délibération, de critique, de non-indifférence et de non-abandon. En conclusion, le regard soignant doit rester un regard bienveillant vis-à-vis de la détresse exprimée, en se rappelant qu'en EHPAD, on ne soigne pas pour guérir, ni pour empêcher de mourir, on n'y arrivera pas au final, mais pour accompagner. Je refuse l'abandon, et l'équipe, je pense, sur la même position. Je refuse l'abandon, l'évitement, le chaos, l'anarchie, tout comme l'acharnement rigide et les normes stérilisant toute humanité. Nous cherchons ensemble un chemin éthique, clinique, au cas par cas. Je cherche à permettre aux soignants de rester vivants sur leur pratique, de faire leur choix en faveur de la vie, en sachant que nous sommes mortels, memento mori. C'était le panneau écrit derrière les généraux qui triomphaient à Rome. Souviens-toi que tu es mortel. De rester ouvert à la complexité humaine et à la singularité du sujet. Pour finir, j'aimerais citer le docteur Chaussoir, le docteur qui avait accompagné Vincent Lambert, qui disait ceci: de même qu'il y a des sages-femmes pour nous aider à l'être, il faudrait qu'il y ait des hommes sages pour nous aider à mourir. Merci. Bien, oui, c'était un petit peu long, mais on va se débrouiller. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire finalement, et Guillaume Carpe nous en a donné l'illustration.